Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour le tout premier épisode de Philo de la Street, le podcast. Dans ces vidéos, je vous fais part de mes réflexions personnelles, pures, intérieures et non documentées sur des sujets divers et variés, en suivant les mots de l'alphabet. Ce soir, pour le premier épisode, j'entre en matière avec la lettre A et le mot ancêtre. Alors installez-vous bien confortablement, détendez-vous, ouvrez vos oreilles, votre cœur et votre esprit, et c'est parti. La définition que donne le dictionnaire de ancêtre, c'est la personne de qui l'on descend, antérieure au grand-père, initiateur lointain, ou les hommes qui vécurent avant nous. Je vais parler d'un point de vue assez antillano-centré, puisque je suis antillaise, et je trouve que la question des ancêtres, c'est une question fondamentale pour nous. Les ancêtres, ça pose plusieurs questions. La première question, qui sont-ils? De qui parle-t-on? La deuxième question, faut-il célébrer nos ancêtres? Et la troisième question, faut-il célébrer tous nos ancêtres? C'est une réflexion qui m'a beaucoup travaillé durant toute ma vie. Cette question de d'où l'on vient, pourquoi on est là, qui était avant nous. Puisqu'on sait qu'on est le produit de quelque chose, le fruit de quelque chose, et que tant qu'on ne saura pas de quoi, de qui l'on provient, on ne pourra pas nous-mêmes devenir ce que l'on est censé devenir quelqu'un. On dit souvent cette phrase, on ne peut pas avancer si on ne sait pas d'où l'on vient. Est-ce que c'est si vrai? Nos ancêtres, on sait que Martinique, Guadeloupe, il y a eu l'histoire, il y a eu une déportation, un travail forcé, l'esclavage, une colonisation. Donc il y a eu des ancêtres africains. Il n'y a pas eu que ça, puisqu'avec la colonisation, il y a eu un métissage forcé, certes, mais un métissage européen. Il y aura aussi un métissage indien. Cette origine diverse, variée, a généré pour certains Antillais une certaine obsession dans la quête d'identité. Pas du tout un reproche, c'est normal. Beaucoup d'Antillais recherchent leurs ancêtres par le nom de famille. Pourquoi est-ce qu'on a ces noms européens? Pourquoi est-ce qu'on porte ces noms? D'où viennent-ils? Aujourd'hui, ça peut aller même jusqu'à faire des tests ADN pour savoir quelles sont nos origines les plus lointaines, notamment au niveau de l'Afrique. Je ne peux pas critiquer ceux qui font ça parce que je l'ai moi-même fait il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 ou 2016, mais je peux vous déconseiller de le faire pour plusieurs raisons, pour des raisons éthiques, il faut faire attention. En général, ça reste des entreprises qui vous font faire ça, des entreprises qui gardent vos données ADN à des fins commerciales. Et puis même au niveau de la fiabilité de ces tests, tout dépend de leur base de données initiale. Et de plus, on va vous dire que vous provenez à tel pourcentage de tel pays ou tel pays, mais c'est extrêmement occidental comme vision, puisqu'en réalité, on sait que les frontières et ces pays ont été choisis arbitrairement par les Européens qui se sont répartis l'Afrique comme un gâteau. Il faut prendre avec des pincettes, mais je comprends ce besoin de savoir, parce que j'ai eu ce besoin. C'est un instinct naturel, il ne faut pas en vouloir aux gens de faire ça. C'est pas qu'ils veulent vivre dans le passé, c'est qu'ils ont besoin de ce passé pour se construire un futur. La seconde question qui me vient à l'esprit, c'est la question, une fois qu'on a déterminé à peu près qui étaient nos ancêtres, on sait qu'on a des ancêtres afro, on sait qu'on a des ancêtres peut-être indiens, blancs, après cela dépend, bien sûr qu'il y a des Antillais qui n'ont pas du tout d'origine africaine parce que leurs ancêtres ne sont que indiens ou autres, on ne va pas rentrer dans ces débats, mais la majorité des Martiniquais et Guadeloupéens ont un lien avec l'Afrique, il est évident. La question c'est, faut-il célébrer ses ancêtres? Alors moi, j'aurais tendance à dire oui, et tout le monde, on célèbre l'héritage, on célèbre ce vestige des ancêtres qui perdurent en nous. Et on a de plus en plus d'initiatives aussi qui font en sorte de redorer l'image que nous avons de nos ancêtres. Parce qu'il faut quand même qu'on soit honnête, on vit dans un monde où il y a une propagande perpétuelle autour de nos ancêtres qui laisse à penser que nos ancêtres étaient faibles, que nos ancêtres n'ont rien su inventer, n'ont rien su combattre, n'ont fait que subir dans le passé. Et on a aujourd'hui des militants, des activistes, des créateurs de contenu,
qui font en sorte de mettre en valeur toutes les créations, tous les combats, toutes les choses positives que les ancêtres, notamment d'Afrique, ont pu créer. Montrer en fait que l'Africain est source de création, est source d'innovation, est source d'intelligence. Qu'il y a eu des grandes royautés, qu'il y a eu des moments prospères, qu'il y a eu du savoir, qu'il y a eu voilà, de la médecine, de sciences, de la philosophie. Et ça, c'est très positif parce que ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous a toujours appris. C'est important de montrer que voilà, il y a eu de la grandeur. Ben justement, grandeur. Vous voyez, on a grandeur noire, on a puissance noire, on a aussi le compte Décolonisons-nous. On a plein de comptes Instagram comme ça qui, au quotidien, partagent des éléments. Ça peut être des éléments qui semblent anecdotiques, sur des coiffures de cheveux, sur des tenues, ou des grands accomplissements de type conquête, de type avancée intellectuelle, avancée scientifique, opérée par des Africains, pour nous rappeler, même pas nous rappeler puisqu'on ne l'a jamais appris, mais pour nous apprendre que les ancêtres africains, l'Afrique est porteur de talent, est porteur de savoir. Après, il y a toujours des limites à cela. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans un fantasme du passé, dans une fascination débordante, mais une fascination limitante, qui ferait qu'on se limite au passé, aux grandeurs du passé, sans essayer nous-mêmes d'en créer de nouvelles, et sans accepter aussi les potentiels défauts de nos ancêtres, ou la potentielle médiocrité de nos ancêtres parfois, la simplicité. Est-ce qu'on a besoin, pour se sentir bien en tant que Noir, en tant que Martiniquais, Guadeloupéen, Guyanais, de se dire que nos ancêtres africains étaient des grands rois, des grands princes, des grands médecins? Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce qu'on peut réussir à être fier de nos ancêtres, fier de nos origines africaines, fier de ce qu'on est aujourd'hui, même sans savoir qui étaient nos ancêtres, ou même en sachant que nos ancêtres étaient peut-être des êtres tout à fait banals, avec une vie simple, rien d'extraordinaire, voire même de la médiocrité. Voyez? Parce que je pense que c'est ça aussi la décolonisation, c'est décoloniser l'idée de la réussite. Est-ce que la réussite, c'est forcément accomplir des grands progrès scientifiques, accomplir de grandes conquêtes, réussir à avoir le plus d'argent possible? Est-ce que la réussite, c'est pas juste la simplicité de vivre en autarcie quelque part, de se sentir bien, de manquer de rien? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo l'Afrique avant l'esclavage, je vous disais que l'Afrique c'était vraiment un continent hétérogène. Il n'y avait rien d'homogène, il y avait différents peuples qui vivaient de façon très différente. Il pouvait y avoir des villes très urbanisées avec des universités, etc. Des tribus qui vivaient plus modestement avec de l'agriculture, avec un système de famille élargie, mais qui étaient heureux ainsi. C'est-à-dire quelque chose qu'on regarderait aujourd'hui comme de la paysannerie ou du tiers-état, ou voilà, eux, ils étaient heureux comme ça. Et est-ce qu'on ne peut pas accepter ça comme étant une forme de vie tout à fait louable, tout à fait souhaitable, et s'inspirer de ça? C'est-à-dire même pour nous, dans notre monde de demain, si on s'imagine après la décolonisation, par exemple dans une idée, si vous êtes indépendantiste et que vous rêvez de l'indépendance et du monde qu'on construit après, est-ce qu'on veut vraiment un monde où on va justement se mettre à essayer de créer des grands empires financiers, des grandes conquêtes ou autres, ou est-ce qu'on peut accepter un monde simple en fait? Un monde simple dans l'échange, dans le partage, dans le côté familial, dans le côté agriculture, proche de la nature, voilà. Et je trouve ça intéressant de célébrer toutes ces formes de grandeur, toutes ces formes de vie que pouvaient avoir ces ancêtres. Parce que ces ancêtres, on les imagine, on ne les connaît pas, on n'a pas forcément énormément de sources, donc on travaille beaucoup notre imaginaire là-dessus, et il est important qu'on arrive à varier cet imaginaire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver justement de la beauté dans l'ordinaire, de la beauté dans la simplicité? Je suis pour l'émergence de plusieurs discours. Il faut qu'il y ait ce discours de grandeur, il faut qu'il y ait ce discours de royauté, ce discours de pouvoir, ce discours parce qu'on vit dans un monde où on est dans une propagande négative sur nos ancêtres, mais aussi essayer de porter l'œil sur des petites choses et y voir dans ces petites choses des grandes choses. Bon là, vous allez dire que je vous saoule avec ma philosophie de la street. Une autre question très importante, c'est faut-il célébrer tous nos ancêtres? Parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, bon là j'ai beaucoup parlé de l'Afrique parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, voilà, mais il y a aussi
pour beaucoup d'Antillais, le sang blanc. Cette partie-là, elle est purement personnelle. C'est mon avis, c'est comment moi je ressens les choses. Il n'y a pas de vérité là-dedans, c'est juste mon avis. Pour ma part, je pense qu'on a le droit, en tant qu'Antillais, de choisir de célébrer ou pas tous nos ancêtres. Je pense qu'on n'est pas obligé de mettre sur un pied d'égalité nos ancêtres blancs et nos ancêtres noirs. Vraiment pas. Et là, je sais que ça peut choquer ce que je raconte, mais c'est ce que je ressens. Personnellement, dans mon cheminement personnel, je fais une distinction entre mes ancêtres blancs pré-1848, c'est-à-dire avant l'abolition, et post-1848. C'est-à-dire que pour moi, l'amour maître-esclave, ça n'existe pas. Je pars de cette généralité-là. Parce que dans un monde où l'esclave était la chose du maître, où l'esclave pouvait mourir ou vivre selon la bonne volonté du maître, où le maître pouvait manipuler, utiliser la force de travail, le corps, même le corps de l'esclave, je ne peux pas concevoir qu'il y ait une relation amoureuse possible. Alors je sais qu'on nous a bassinés avec des romans à l'eau de rose, des films sur l'esclavage où il y a toujours ce bon gentil maître qui tombe amoureux de la négresse, cette gentille maîtresse qui tombe amoureux du nègre. Toujours cette idée du bon sauveur blanc qui va tomber amoureux. Mais ça, c'est de l'ordre de la fiction. Je veux bien croire que ça a existé, mais c'est 1% des cas. Faut pas rêver. Regardez, même aujourd'hui, en 2020, on arrive à concevoir qu'une personne qui est toxique pour une autre, par exemple un pervers narcissique, c'est pas vraiment de l'amour. Puisqu'il y a de la soumission, puisqu'il y a un rapport de force, que c'est pas ça l'amour. Si on arrive à admettre ça aujourd'hui, en 2020, alors que personne n'est esclave de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que pendant l'esclavage, on ne conçoit pas que c'était pas possible en réalité? Lorsque vous êtes la chose d'autrui, cet autrui-là ne peut pas vous aimer réellement. Et même vous ne pouvez pas l'aimer réellement. Parce que le maître, il ne peut pas aimer l'esclave. Il ne peut pas l'aimer parce qu'il le possède. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas posséder. Et de la même manière, l'esclave qui croit peut-être aimer réellement son maître, est-ce qu'il aime vraiment son maître? Est-ce que cette esclave, elle est vraiment amoureuse de son maître? Ou est-ce qu'elle n'est pas amoureuse de l'espoir que lui donne cet amour? En se disant, si je suis avec cet homme, si cet homme m'aime, je serai libre. Est-ce qu'elle n'est pas finalement amoureuse de la liberté plus que de son maître? Vous voyez, il y a un rapport là qui fait que je ne peux pas me dire que ce soit de l'amour. Alors pour moi, tous les enfants issus de couples maître-esclave, c'est des relations non consenties, c'est-à-dire c'est du viol. Là, désolé pour le caractère un peu peut-être choquant, dur à entendre, mais pour moi c'est ça. Il y a des exceptions, mais ces exceptions, c'est vraiment de l'ordre du 1%, et on ne peut pas mettre ça en généralité, c'est pas possible. Donc je fais totalement la différence entre mes ancêtres blancs durant la période de l'esclavage et mes ancêtres blancs d'après. Parce que les ancêtres blancs d'après, bon, il n'y a plus ce rapport de force, a priori, donc je peux concevoir que là, il y a des vraies histoires d'amour. Mais ceux d'avant 1848, pour moi, ce sont des violeurs. Voilà. C'est une présomption que je fais une présomption, et ça c'est propre à moi. Je dis pas que tout le monde doit le faire, je dis pas... Voilà, mais c'est ce que je conçois, et je l'accepte. Je ne vis pas mal à cause de ça, je l'accepte. L'Africain, l'ancêtre africain, je le célèbre. Par contre, l'ancêtre violeur, je ne le célèbre pas. Et ça, je sais que ça irrite certains blancs parce qu'ils le prennent très mal. Hein. Ils se disent, mais oui, mais quand même, sans l'esclavage, sans ces abus, ben, les Antillais, vous n'existeriez même pas. Est-ce que vous voulez qu'on remercie ces ancêtres-là? Je ne vais pas remercier quelqu'un qui a abusé d'un autre, quand bien même cet abus a généré la naissance de mes aïeux, et la naissance de mes parents, et la naissance de moi-même. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'aller voir un enfant issu d'un viol et de lui dire, dans le cas où c'est le père qui a violé la mère, « Hé, tu devrais aimer ton père autant que ta mère, parce que sans ton père, sans le fait que ton père ait violé ta mère, ben tu serais pas là. » Mais c'est hyper indécent. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Vous pouvez pas. Lui seul peut choisir s'il décide de chérir son père ou pas. C'est un choix très personnel et je pense que ça c'est un choix que chaque Antillais doit faire pour lui.
C'est-à-dire vraiment là, je ne suis pas en train de vous influencer. Moi, je vous dis, c'est le parti pris que j'ai choisi. Mais je ne vous dis pas que c'est le bon. Si vous avez envie de célébrer de la même façon les deux, faites-le. Si vous avez envie de célébrer personne, faites-le. Si vous avez envie de détester tout le monde, faites-le. C'est propre à vous, c'est votre histoire personnelle. Je pense aussi que beaucoup d'entre nous se sentent dans certaines situations comme animés par ces ancêtres-là. C'est-à-dire que parfois on puise une force d'on ne sait où. Je parle en pensant vraiment aux militants, là pour le coup, une force qui provient des ancêtres, pour pouvoir contrer toute cette idée de fatalité, toutes ces peurs en se disant si nos ancêtres ont pu se battre, alors nous aussi, on peut aussi accepter que nos ancêtres, il faut aussi peut-être accepter que nos ancêtres n'étaient pas forcément tous des résistants, n'étaient pas forcément tous des nègres marrons. Moi je suis tout à fait encline à accepter ça, je me dis pas mes ancêtres les nègres marrons, je me dis mes ancêtres, qu'ils soient nègres marrons ou qu'ils soient seulement esclaves et qui ont subi, c'est pas grave. Je peux pas juger l'ancêtre qui a vécu cela. Je peux pas juger celui qui n'a pas osé s'enfuir, celui qui n'a pas osé se rébeller, celui qui a eu peur. Je peux pas juger cette peur-là parce que moi-même de mon niveau en 2020, ça m'arrive d'avoir peur pour des choses tellement plus futiles, mais eux, face à la grandeur du système qu'ils avaient à combattre, je peux comprendre cette peur-là. Donc mes ancêtres, c'est pas que les nègres marrons, c'est aussi les suicidaires, c'est aussi les avorteuses, c'est aussi les nègres de maison, les nègres de jardin, ceux qui sont restés dociles, ceux qui avaient trop peur, même ceux qui aimaient les maîtres, même les traîtres, voilà. Mes ancêtres, c'est tout ça. Apprendre à comprendre, en tout cas au moins, ces différents modes de réaction face à un système esclavagiste qui vous broyait, parce que nous, on n'aurait peut-être pas réagi en nègre marron. Des fois, on se rêve en nègre marron, mais non, on aurait peut-être été docile, on aurait peut-être eu peur, on aurait peut-être rien fait, on aurait peut-être trahi. D'ailleurs, j'ai vu pendant les manifestations Black Lives Matter aux États-Unis que certains Afro-Américains brandissaient des pancartes, des slogans « We are not our ancestors », en mode « On n'est pas nos ancêtres ». Mais ça, c'est terrible de dire ça. En mode nos ancêtres étaient dociles et se sont laissés faire, mais pas nous. C'est terrible. Déjà parce que c'est pas vrai, tous les ancêtres ne sont pas restés dociles. Mais même si c'était le cas en fait, on ne peut pas les juger pour ça. On n'est pas compétent. Ça ne relève pas de notre compétence. Ce qu'ils vivaient fait que dans tous les cas, ils auront mon plus grand respect. Mon plus grand respect. Donc aujourd'hui encore, on est animé par nos ancêtres. Aussi des impressions. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de fois. Quand je suis en Martinique, ou ça me l'a fait aussi en Guadeloupe, il y a des lieux comme ça, hein, sans que je puisse expliquer pourquoi, où je me sens particulièrement animée. Mais animée par quelque chose d'inquiétant. C'est-à-dire que des fois, je suis là, ça veut dire que je peux être en voiture, je suis en train d'aller en soirée, ou je suis en train d'aller prendre le bus, ou je sais pas, hein, vraiment. Et il y a un endroit comme ça, où je me sens mais pris d'une émotion, où je me dis, ici, il s'est passé quelque chose. Alors ça peut être un endroit banal, hein, il peut y avoir juste un lampadaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément fait un mémorial, mais je sens, voilà. Et en réalité, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, partout sur cette île, il s'est passé quelque chose. Partout, un noir a été fouetté. C'est des choses terribles, et qui, pour ma part, m'envahissent d'une émotion forte. C'est-à-dire que je suis pris de quelque chose de l'ordre du 2 secondes. Là, je me rends compte que, comme une petite prise de conscience rapide. Ça me fait souvent le soir aussi. Alors je suis pas en train de rentrer dans les délires pour vous faire peur, d'histoire. Non, c'est pas quelque chose de négatif, mais ce sont des territoires forts en émotion, en énergie, sans rentrer dans les délires de fantômes, hein, mais il y a de l'énergie, il y a quelque chose, tu vois. T'as des endroits comme ça, t'as un frisson parce que tu dis, oula, il y a quelque chose. Et c'est à la fois sécurisant de te dire, oui, bah, les ancêtres sont peut-être là avec nous quelque part, d'une manière ou d'une autre, et c'est en même temps peut-être effrayant, hein. Mais voilà, je trouve que c'est... Bon, après c'est sensible à chacun, il y a des gens qui vont peut-être me trouver ridicule avec ce que je raconte, hein. Mais essayez parfois voilà, juste de vous taire, d'être dans un endroit, d'apprécier l'endroit, mais de l'apprécier dans sa profondeur. Et dans sa profondeur, on va dire historique, c'est-à-dire pas par rapport à quoi il ressemble aujourd'hui, occidentalisé, avec peut-être des lampadaires et des publicités, mais aller au-delà de ce que vous ressentez plutôt vraiment sur l'endroit où vous êtes là, tout de suite. Et peut-être qu'il y a un petit truc qui se passe. Vous sentez pas que une énergie, quelque chose, ou c'est moi qui suis folle. Et aujourd'hui, si on peut se questionner par rapport aux ancêtres,
Est-ce qu'il faut aller au-delà des ancêtres, c'est-à-dire les oublier un peu pour essayer de construire, peut-être pas trop rester dans le passé, rester figé. Ça, c'est une critique qui est faite aussi, hein. C'est que dès qu'on parle de l'histoire de l'esclavage, on a l'air d'être des gens qui se plaignent, des gens qui voilà, s'engouffrent dans le passé, dans une sphère, dans un cercle vicieux qui s'arrêtera jamais. Mais c'est pas ça, non, on n'est pas dans ça, on est vraiment dans le présent. Parce que justement, je pense que beaucoup de gens qui sont très actifs dans le présent, donc de militants, d'activistes, puisent dans le passé. C'est-à-dire que c'est en puisant dans le passé qu'ils arrivent à s'ancrer dans le présent et à être très actifs dans le présent. Et en réalité, c'est ceux qui s'intéressent le plus au passé, je pense, qui sont le plus actifs dans le présent. Au contraire, il s'inspire du passé, il peut s'inspirer des grandeurs du passé pour voilà, lui-même devenir une grandeur, s'inspirer des modes de vie du passé pour lui-même repenser son mode de vie. C'est ça qui est beau aussi dans le militantisme. Et je vois que les militants en Martinique font vraiment ce truc-là avec les ancêtres. Enfin, ils ont l'air d'avoir développé un attachement profond, une célébration. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose, mais c'est intéressant de voir ça. Et moi, j'aime bien parce que quand je vois leurs vidéos où ils ont l'air d'être en célébration un petit peu, on voit que ça leur procure une certaine force, un certain bien-être, et c'est ça qui compte en fait, c'est revenir à ces trucs-là. On ne dit pas de vivre comme nos ancêtres, c'est pas ça qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on peut prendre de bon chez eux, tout en ayant la conscience de reconnaître les choses mauvaises qu'il pouvait y avoir chez eux, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre de bon chez eux pour nous créer quelque chose de bon pour nous aujourd'hui dans le présent. Et je pense que c'est vraiment ce que font les militants, en tout cas ce qu'ils essayent de faire. Si vous les suivez vraiment avec attention et bienveillance, vous le verrez. Voilà, donc en tout cas, c'était ma petite réflexion sur le sujet des ancêtres. Je vous remercie de m'avoir écouté. À votre tour, dans les commentaires, partagez vos pensées sur ce que vous évoque le mot que j'ai en ce jour commenté. Enfin, si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez passer sur ma page Utip, le lien est dans la barre d'infos. Je vous embrasse, votre bien dévoué Activiste Chata.